Bonjour, je suis Hernan Zouzi, ravi de vous présenter cette nouvelle séance d'analyse numérique. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 4 qu'on a commencé la dernière fois. En fait, ce chapitre est consacré à la résolution numérique des équations non linéaires. Je rappelle ce qu'on a fait dans l'ancienne vidéo. On a donné une motivation. On a expliqué le principe de la résolution numérique des équations non linéaires et on a défini les types de méthodes. On avait dit qu'il y a deux types de méthodes, les méthodes d'encadrement et les méthodes itératives à 1 et à 2 points. Dans la première vidéo, on a expliqué en détail les méthodes d'encadrement avec leur convergence et leur ordre de convergence. Aujourd'hui, dans la continuation de ce qu'on a fait, on s'est arrêté à la construction des méthodes itératives en un point 1 et en 2 points. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette séance. On va construire les suites, expliquer géométriquement d'où ils viennent et comparer et faire un test numérique pour comparer les résultats théoriques. Donc on s'est arrêté sur ce diapo où il y a le principe de la méthode du point fixe. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce principe? Au lieu de chercher un 0 de f, on va transformer le problème pour chercher un point fixe de g, à condition que la solution de 1, ça veut dire de f, égale équivalent à x bar égale solution de 2. Donc, f de x bar égale à 0, équivalent à g de x bar égale x bar. Donc, le x bar, c'est un 0 de f, et c'est un point fixe de g. L'idée de cela, c'est quoi? En fait, quand on a g de x bar égale x bar, je peux rentrer avec x0, je la remplace et j'obtiens x1. Je rentre avec x1, j'obtiens x2, et ainsi de suite. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir ces deux x ici pour construire une méthode itérative. Alors que quand on avait f de x bar égale à 0, il y avait un seul x bar. Donc, supposons que je rentre avec une condition initiale, je ne peux pas avoir une autre valeur pour construire une suite. Donc, je vais expliquer géométriquement qu'est-ce qui se passe pour cette méthode de point fixe. J'ai une fonction f, j'ai la fonction g, et j'ai besoin de la droite y égale à x. Donc, le point rouge ici, c'est le 0 de la fonction f. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un autre point qui a le même abscisse que le point rouge. C'est le point bleu ici. Donc, qu'est-ce qui vérifie ce point? Le point bleu, c'est le point fixe de g, parce qu'il appartient à la courbe g et à la droite y égale à x. Donc, le point en bleu, c'est un point fixe de g. Et le point en rouge, c'est un 0 de f. Et puisque les deux, ils ont le même abscisse, donc, trouver le point rouge, c'est exactement trouver le point bleu. Donc, on dit qu'au lieu de chercher le 0 de f, on va chercher le point fixe de g. Géométriquement, comment ça se passe? Donc, je rentre avec une condition initiale, un x0. Donc, voilà le x0 ici sur l'axe des abscisses. Donc, j'ai l'image de x0 par la fonction g, parce que la construction elle va être faite avec la fonction g. Donc, j'ai la valeur de x0. Donc, l'image de x0, elle est ainsi. Si je veux la projeter sur l'axe des x, je vais avoir x1. Donc, l'image de x0 qui est ici, je la porte sur l'axe des x. Pourquoi je la porte avec? Parce que ça, c'est l'axe y égale à x. Donc, une fois que j'obtiens x1, je vais le remplacer dans g pour avoir x2. Donc, voilà l'image de x1 par la fonction g. Je dois reproduire cette valeur qui est x2 et je dois la projeter une autre fois sur l'axe des x et j'obtiens ici un x2. Pareil, je calcule la valeur de x2 et j'ai une image par la fonction g et je passe par la droite y égale à x pour projeter
une autre fois la valeur, l'image sur l'axe des x. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, en partant de x0 assez loin du point rouge, on obtient que x3 elle est très proche du point rouge. Donc là, c'est ça la convergence de la méthode du point fixe. Donc voilà les étapes. Donc x1 c'était g de x0, x2 c'est g de x1, x3 égale à g de x2. Mais il ne faut pas penser que pour n'importe quel x0, j'obtiens cette convergence. Donc c'est pour cela que j'ai dit dans la dernière vidéo, dans la première vidéo, c'est que la convergence, il dépend ici de deux choses, du choix de g et du choix de x0. Donc si on change g, on peut changer la convergence. Si on change le choix de x0 pour la même fonction, supposons que je prends une fonction fixe et je change le x0, je peux avoir une convergence, je peux avoir une divergence, et je peux avoir une convergence vers un autre point et pas le point sur lequel on fait la résolution. Donc, c'est ce qu'on va faire théoriquement, expliquer quand est-ce que le x0, comment le x0 il va influencer sur la convergence, et est-ce qu'il y a une méthode pour bien choisir x0 pour avoir une convergence. Donc, on a besoin de ces notions théoriques. Donc, on dit qu'une fonction elle est contractante si elle vérifie cette définition. Donc, g de x moins g de y est inférieur à k fois x moins y avec la constante k entre 0 et 1, et k elle est strictement inférieure à 1. Ça, c'est très important. Donc, on a cette proposition qui relie la fonction contractante avec la dérivée. Si la dérivée en un point x elle est inférieure à 1, on dit que g elle est contractante. Pourquoi? Parce que dans la pratique, c'est mieux de vérifier g' inférieur à 1 que de vérifier que la fonction est contractante. Donc si la dérivée elle est strictement inférieure à 1, sur un intervalle AB, on dit que la fonction elle est contractante sur AB. La démonstration n'est pas difficile, il repose sur le théorème des accroissements finis. En fait, avec l'inégalité des accroissements finis, on a g de x moins g de y inférieur au max de g' fois x moins y. Et on sait, d'après les hypothèses, que g' est inférieur à 1 sur tout l'intervalle, donc le max aussi, il va être inférieur strictement à 1, et on obtient g de x moins g de y inférieur à k fois x moins y, qui est la définition d'une fonction contractante. Donc ceci termine la démonstration de ce théorème. Donc la définition de la méthode itérative est ainsi. On donne un point initial x0 et on définit une suite xn plus 1 égale à g de xn. Il faut faire attention ici, parce que déjà il faut vérifier une chose, c'est que si je remplace x0, j'obtiens x1. Et lorsque j'introduis x1 dans g, il doit être dans le domaine de définition de g. Et ça, c'est la stabilité d'un intervalle par la fonction de g qu'on va avoir. Parce que je peux avoir des termes qui sont définis, par exemple x0 défini, je donne x1, j'obtiens x3, et à un certain moment, j'obtiens un x, par exemple xk, tel que g de xk, il n'est pas défini. Ça, c'est très important. Il faut toujours vérifier que la suite, elle est bien définie. Ça veut dire que je peux calculer g à n'importe quel point xn. Donc, il y a le théorème de convergence globale. Qu'est-ce qu'il dit comme hypothèse? Si la fonction elle est contractante, ou bien si la dérivée est inférieure à 1, comme on vient de voir tout à l'heure. Et si l'intervalle AB est stable par la fonction g, c'est la condition que j'ai expliquée tout à l'heure, pour que si xn est ici, g de xn il doit rester dans AB. Ça veut dire que xn plus 1 est dans AB et je peux faire g de xn plus 1. Et s'il existe un unique x bar tel que g de x bar égale x bar, alors la limite de xn il converge vers ce point x bar. Quel que soit x0 appartient à AB. C'est pour cela qu'on a dit la convergence globale, parce que dans ce cas-là, la convergence ne dépend pas du choix de x0. Pourquoi? Parce que g' est inférieur à 1 sur tout l'intervalle AB.
Par contre, pour la convergence locale, elle a quoi comme condition? Donc, elle a des conditions faibles qu'on arrive à vérifier. Donc, si j'ai qu'on arrive à vérifier plus simplement que les conditions de la convergence globale. Donc, si j'ai du x bar égale x bar, ça veut dire que x bar, le point qu'on cherche, c'est le point fixe. Si j'ai pris, elle est inférieure à 1 seulement maintenant au point x bar, pas sur un intervalle, seulement sur le point qu'on cherche. Et G elle est de classe 1 en voisinage de x bar, alors il existe un epsilon tel que xn converge vers x bar. Attention, la convergence ici, elle est seulement pour un x0 au voisinage de x bar. Et je rappelle ce que j'ai dit dans la séance d'avant, c'est que le problème, c'est que ce x bar, on ne le connaît pas. Donc ça, c'est un problème lorsqu'on parle de la convergence locale. Donc l'ordre de la convergence de cette méthode, donc si la suite converge, si x bar est un 0 de G de multiplicité P, on dit qu'elle est de multiplicité P si toutes les dérivées d'ordre P-1 de 0 jusqu'à 1-1 égale à 0, et la dérivée d'ordre P, elle est différente de 0. Alors, la convergence de la suite est d'ordre P. Donc, pour la démonstration, j'obtiens, ici, je calcule xn plus 1 moins xn, c'est g de xn moins g de xn moins 1. Donc là, c'est inférieur à kxn moins xn moins 1, car g elle est contractante. Je réitère et je majore par k à la puissance n fois x1 moins x0. Après, je prends xn plus p moins xn. Et ça, l'objectif, c'est pour montrer que cette suite, elle est de Cauchy. Donc, une fois que j'ai cette quantité, j'ajoute et je diminue la même valeur. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est égal à 0. C'est comme si j'ai rien ajouté. C'est xn plus p moins xn. Pourquoi? Pour isoler deux termes, chaque deux termes ensemble. Et la deuxième ligne, on va utiliser l'inégalité triangulaire. Ça veut dire la valeur absolue de la somme, elle est inférieure à la somme des valeurs absolues. C'est l'inégalité triangulaire. Donc on a la deuxième ligne. Après, j'utilise la première majoration qu'on avait montrée, c'est-à-dire xn plus 1 moins xn inférieur à kn fois x1 moins x0, parce que là c'est la majoration entre deux itérations qui se suivent. J'applique à chaque quantité et j'obtiens une somme fois k à la puissance n fois x1 moins x0. Et vous voyez, ça c'est la somme d'une suite qui est géométrique. Donc c'est 1 moins k à la puissance p sur 1 moins k. Et puisque k elle est strictement inférieure à 1, cette quantité il tend vers 0. Donc on peut la majorer par une quantité qui est epsilon. Et on utilise la définition de la suite de Cauchy pour montrer que cette suite elle est de Cauchy. Et puisque toute suite de Cauchy qui est réelle, on sait qu'elle va converger. Donc à cette étape-là, on a montré que cette suite, elle converge vers un réel qu'on va montrer que c'est le point fixe de G. Donc là, on a juste montré la convergence. Donc ici, puisque la suite converge vers x bar et G elle est continue, et xn plus 1 égale à G de xn, on passe aux limites dans les deux membres et on trouve que G de x bar égale à x bar. Donc le x bar vers lequel xn converge, c'est un point fixe de G. Maintenant pour l'unicité, on prend une autre valeur différente de x bar notée bêta. On a x bar moins bêta égale à G de x bar moins G de bêta, qui est inférieur à k fois x bar moins bêta, parce que la fonction elle est contractante. Si on divise par x bar moins bêta, parce qu'il est différent de 0, parce qu'on a supposé qu'il y a deux points qui sont différents, j'obtiens que a elle est inférieure ou égale à k, ce qui est absurde, parce que k elle est strictement inférieure à 1. Donc de là, j'ai montré qu'il existe un unique point et que la suite il converge vers ce point qui est le point fixe. Donc il reste à montrer l'ordre de la méthode. Donc on a xn moins x bar, c'est g de xn moins 1 moins g de x bar. Elle est inférieure à cette quantité car g elle est contractante. On réitère et on trouve qu'elle est inférieure à k à la puissance n fois x0 moins x bar,
qui est l'ordre de la méthode qu'on cherchait. Donc là, on va montrer comment on trouve les méthodes particulières de la méthode du point fixe. Ça, je l'ai défini dans la séance d'avant. J'ai dit qu'il y a des méthodes qui sont des cas particuliers du problème du point fixe. Parmi ces méthodes, c'est la méthode de Newton-Raphson. On va expliquer pourquoi elle a son importance après. Donc là, je commence par la formule de Taylor et je vais expliquer comment on obtient cette formule de Newton-Raphson. Donc là, c'est la formule de Taylor à l'ordre 2. Donc, puisque f de x bar égale à 0, parce que x bar c'est le 0 de f, alors j'ai cette quantité qui est égale à 0, c'est-à-dire j'ai annulé le f de x bar. Puisque x elle est proche de x bar qu'on cherche, on va enlever ce terme de grand O et remplacer l'égalité ici par l'équivalence. Il faut faire attention parce que ce cas-là de x elle est proche de x bar, elle va influencer sur la convergence de la méthode de Newton. C'est pour cela que la convergence de Newton elle est locale. C'est à cause de cette approximation ici. Donc là, puisqu'on veut une méthode itérative, le point x, on va le donner comme xn, et le x bar qu'on cherche, c'est l'itération xn plus 1. Donc en remplaçant par x et x bar, on trouve cette formule qui n'est autre que xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Et c'est ça la formule de Newton. Donc c'est à partir de la formule de Taylor qu'on trouve la formule de Newton. Et on remarque une chose ici, si on remplace f' de x par alpha de x par une autre fonction, j'ai cette forme. C'est cette forme qui va donner les autres formes usuelles de l'approximation, des méthodes itératives. Donc ils ont la même allure que la formule de Newton, sauf que la fonction f' sera remplacée par une autre fonction. Donc voilà la formule qu'on vient d'obtenir avec alpha xn. Si alpha xn égale f' de xn, comme on vient de montrer, c'est la formule de Newton. Si alpha xn égale f de xn moins f de xn moins 1 sur xn moins xn moins 1, c'est la méthode de la séquente. Pourquoi on a cette formule? Parce que ça, il va remplacer dans un sens un peu la dérivée. Parce que dans certains cas, on n'arrive pas à calculer la dérivée. Donc, au lieu d'utiliser f', on utilise la séquente. Ou bien, on prend alpha xn, une constante, et on appelle ça la méthode de relaxation. Et si alpha de xn égale une constante, mais particulière, c'est f de b moins f de a sur b moins a, c'est-à-dire les extrémités, donc ça, c'est la méthode de l'accord. Donc, c'est les 4 méthodes qui sont des méthodes particulières de la méthode du point fixe. Ils ont tous cette forme. Tout ce qui change, c'est la fonction alpha de xn. Donc, géométriquement, la formule de Newton-Raphson est définie ainsi. Donc, je prends une fonction. Je prends un point initial x0. Je prends son image et je dessine la tangente au point x0 et de x0 de la courbe f. Et cette tangente, elle va couper l'axe des x dans un point que je vais noter x1. Comment je trouve x1? Là, c'est une droite, puisque c'est une droite, et on sait sa tangente, donc on a la formule de cette droite, et puisqu'il coupe l'axe des x, on va faire cette droite égale à 0, et on va trouver le x1. Le x1 n'est autre que x0 plus f de x0 sur f' de x0. Et ça, c'est la formule qu'on vient d'expliquer il y a un instant. Donc, je vais réitérer le même principe. Ça veut dire, avec maintenant le x1, je calcule son image et je calcule la tangente au point x1 f de x1. Elle va couper l'axe des x dans un point qu'on va noter x2 et il va être défini de la même manière que tout à l'heure. Pareil, je calcule l'image, je dessine la tangente et j'obtiens un point x3. Je refais le même principe et j'obtiens un point. Qu'est-ce que vous remarquez? On tombe sur le point en bleu ici, qui est la solution de cette fonction. Ça veut dire, en commençant par x0 ici, on est arrivé par plusieurs itérations à un point, c'est le point de la solution de f.
Est-ce que pour n'importe quel x0, la solution va converger vers le 0 de f? Non, on va voir pourquoi. Donc, ici, c'est les itérations. La proposition pour la méthode de Newton-Raphson, elle est ainsi. La méthode de Newton-Raphson, elle converge localement avec ces conditions-là. Donc, si f de x bar égale à 0 et f' est différent de 0, obligatoirement, il existe un epsilon tel que limite de xn égale à x bar. Donc, le premier point important, c'est que la méthode, elle converge localement. On va voir pourquoi après. Pour la convergence globale, il y a d'autres conditions à vérifier qui ne sont pas toujours simples. Donc là, il faut que f' ne s'annule pas sur un intervalle, que f seconde ne s'annule pas aussi sur un intervalle. Et si on a ces conditions, on dit que xn converge vers x bar, et là, pour n'importe quelle condition initiale sur AB. Donc là, le choix, il n'influence pas, parce que la convergence, elle est globale. Et l'ordre de la convergence de la méthode de Newton, elle est, si x bar est un 0, la convergence, elle est d'ordre 2. Ça dépend de la multiplicité de x bar. Donc si x bar est un 0 de multiplicité p, la convergence, elle est seulement d'ordre 1. Par contre, si x bar est un 0 de f, la convergence, elle est d'ordre 2. Donc la méthode de Newton, il converge plus rapidement que la méthode de dichotomie. Sauf que pour la méthode de Newton, il converge que localement. Et la méthode de dichotomie, il converge globalement. Donc chacune a un avantage et un inconvénient. Et dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la méthode de dichotomie pour s'approcher de la solution. Une fois qu'on est proche de la solution, on continue avec la méthode de Newton parce qu'on sait qu'il converge localement et il va converger rapidement. Donc, pour la démonstration, c'est le même principe que tout à l'heure. Je ne vais pas trop m'attarder sur le principe parce qu'il s'articule sur la formule de Taylor-Lagrange. Donc, j'écris la formule de Lagrange, je sors xn moins f de xn sur f' égale à ça, et ça c'est xn plus 1. Donc, j'ai xn plus 1 moins x bar égale à cette quantité. Ça, c'est l'erreur à l'itération n plus 1. Ça, c'est l'erreur à l'itération n. Donc, pour avoir une convergence, il faut que cette quantité soit majorée. Qu'est-ce qu'on fait? On majore le numérateur par le max, le dénumérateur par le min. Comme ça, on est sûr qu'il existe une constante si f elle est assez régulière. Donc là, on obtient l'ordre de la méthode qui est égal à 2 de la formule de Newton. Donc, c'est égal à ça. Et l'objectif, c'est qu'on cherche le 0 de f pour cette fonction. Donc là, on a f' égal à ça. Donc f' s'annule en moins 2 et 1. Donc sur ce tableau de variation, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, sur moins l'infini moins 2, une valeur négative de moins l'infini vers 7. Ça veut dire qu'il existe un point où f va s'annuler. On va lui noter alpha 1. Sur l'autre intervalle, il y a 7 et moins 13 sur 2. Ça veut dire là aussi, il y a un point qui va s'annuler, on lui note alpha 2. Et sur le dernier intervalle, il y a moins 13 sur 2 et plus l'infini comme image de f. Donc obligatoirement, il y aura une valeur qu'on va noter alpha 3. L'objectif, c'est qu'on cherche alpha 1, alpha 2, alpha 3 numériquement. Donc ici, voici le graphe de cette fonction. On va revenir pour ce graphe parce qu'il sera important dans la compréhension de la convergence. Donc, en utilisant la méthode de Newton, on a xn est défini ainsi. On a la formule de f, la formule de f', donc on remplace et on a cette suite. Donc ça, c'est la suite de Newton. C'est xn plus 1 en fonction de xn. Donc, si je remplace x0 ici, j'obtiens x1. Je remplace x1, j'obtiens x2. Et ainsi de suite jusqu'à n'importe quelle valeur de la suite. Donc, on sait que cette suite converge localement. Ça veut dire, pour n'importe quel x0 proche de alpha i, comme alpha 0, alpha 1 et alpha 2, alors la suite, il va converger. Numériquement, on va le tester pour les trois valeurs. Je commence par alpha 1, qui est égal à moins 3,11 et des chiffres décimaux après. Ça, c'est la valeur exacte avec plusieurs valeurs décimales qui sont exactes.
Donc je prends des valeurs qui sont proches de alpha 1, moins 3,11, c'est-à-dire je prends moins 3,3 et moins 2,9, qui sont proches. Même cette question de proche, il n'est pas trop clair, parce qu'il n'y a pas un moyen qui dit est-ce que cette valeur elle est proche, il va converger, est-ce qu'il ne converge pas. Ce terme-là de convergence, on n'a pas un moyen de l'estimer. Ça veut dire, même avec ces valeurs que j'ai prises ici, ça pourrait ne pas converger, parce que je ne suis pas très sûr que cette valeur elle est proche de celle-ci. Je calcule numériquement et je trouve qu'elle converge. Donc en commençant par moins 3,3, j'arrive à moins 3,11 avec 8 chiffres, 8 décimales correctes après la virgule. Donc si on compare cette valeur avec la valeur ici, on regarde qu'il y a 8 décimales correctes parce que j'ai arrêté l'algorithme quand xi plus 1 moins xi est inférieur à 10 moins 8. Ça, ce qui est calculé ici, c'est l'erreur en chaque itération. Qu'est-ce qu'on remarque ici? 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 4, 10 moins 8, moins 16. Ça veut dire qu'à chaque itération, il y a l'exposant qui est multiplié par 2. Et c'est pour cela qu'on a dit que la méthode de Newton, elle est d'ordre 2. Donc, en prenant sur ce tableau, en prenant une valeur supérieure à moins 3,11, une valeur qui est inférieure, pour les deux, ils convergent vers la valeur souhaitée. On passe à alpha 3 qui est égal à 2,07, etc. Je prends aussi deux valeurs qui sont proches, 2,3 et 1,8, et on constate que cette suite converge aussi vers la valeur 2,07 avec 8 décimales exactes. Ça, c'est les erreurs calculées pour cette valeur. Enfin, pour la valeur alpha 2 qui était moins 0,46, je prends aussi deux valeurs qui sont proches, moins 0,7 et moins 0,2, et je trouve que cette suite converge vers la valeur souhaitée. J'ai laissé le même test d'arrêt, ça veut dire si l'erreur elle est inférieure à 10 moins 8. Donc on a bien confirmé la convergence locale de la méthode. Le problème, il est où? Le problème, c'est que la convergence locale, comme on a dit, c'est pas très intéressant comme ça parce qu'on n'a pas une valeur d'estimation de proche. On peut penser que la valeur elle est proche et il n'est pas proche. Donc, on s'intéresse à la convergence globale. On rappelle ici les conditions de la convergence globale. C'est que f' ne doit pas s'annuler et f second ne doit pas s'annuler. Sur ce graphe de la fonction, qu'est-ce qu'on constate? Pour f', ici, c'est un maximum. Donc là, f' il s'annule. Et là, c'est un minimum, là, f' il s'annule. Donc on doit nécessairement couper cette fonction sur trois parties. Donc sur cette partie, donc trois parties, 1, 2 et 3. Sur la première, on sait que f' ne change pas de signe, ne s'annule pas. Est-ce que f second ne s'annule pas? Oui, d'après le graphe, parce que ça, c'est une fonction concave, graphiquement seulement. Sur la troisième partie, pareil. F' ne s'annule pas et f second ne s'annule pas parce que f elle est convexe. Le problème, il est dans la partie au milieu. Donc on voit que là, c'est un point d'inflexion et f second, il s'annule ici. Donc avec ce théorème, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que si je prends x0 n'importe comment, de moins l'infini jusqu'à moins 2, sur tout l'intervalle, on est sûr que la suite il va converger vers alpha 1. Si je prends x0 sur le troisième intervalle, ça veut dire 1 plus l'infini, on est sûr que la suite il va converger vers alpha 3 d'après cette proposition. Mais si on prend x0 sur l'intervalle au milieu, on est sûr de rien et on peut avoir n'importe quel résultat. Ça veut dire pour un x0 ici, la suite il peut diverger. Il peut converger pas vers cette valeur, il peut même converger vers celle-ci ou bien vers la première. Ça veut dire qu'il peut même sortir de cette partie. Donc là, c'est très dangereux de travailler numériquement sur cette partie. Et on va le voir avec un test. Donc là, on a une convergence globale, là, on a une convergence globale, et là, c'est difficile de travailler comme on va voir ici. Regardez,
Ça, c'est cette partie que je viens d'expliquer, l'intervalle au milieu. C'était moins de 1, où il y a la racine alpha 2. Regardez, si je prends deux valeurs 0,72, 0,73, qui sont dans cet intervalle, ils sont trop proches. Pour cette valeur, la suite, il va converger vers 2,07, et pour l'autre, il va converger vers alpha 3. Ça veut dire que je prends une valeur ici, et il va converger vers celle-ci, et l'autre vers la troisième alpha 3. Et qui sont trop proches entre eux. Et c'est pour cela que j'ai dit que c'est trop dur de travailler si on n'a pas une convergence globale. Donc, si on travaille avec la méthode de Newton, il faut obligatoirement vérifier si on a cette convergence. Par contre, si je choisis n'importe quel élément, ici on a dit que la méthode il converge. Je vais pas entrer sur les détails ici, comment on a montré que cette suite converge sur l'intervalle moins l'infini moins 2, mais je vais donner juste le principe. Sur cet intervalle, je vais prendre x0 sur moins l'infini moins 2, je vais montrer que la suite elle est majorée par moins 2 et qu'elle est croissante. Une suite qui est croissante et majorée, elle va converger. Et puisque moins 2, puisque alpha 1 c'est un point fixe, la suite il va converger vers alpha 1. Pareil pour le troisième intervalle, en prenant x0 sur le troisième intervalle, on va montrer que la suite elle est décroissante et elle est minorée par 1, donc elle converge et il va converger vers alpha 3. Sur moins de 1, on ne peut rien conclure sauf la convergence locale. Donc, je termine juste par donner la définition de la séquence, c'est que je remplace f' ici par xn-1 sur fxn-f de xn-1. Il y a un résultat de la convergence seulement locale pour cette méthode. Ça serait tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.